Là, je tiens à dire, c'était pas un jet privé bombardier, là, c'était un avion jazz. Là. C'est pas glamour, mais c'est hot quand il est tout à toi. On avait l'impression que les grandes choses, ben, ça se passait ailleurs. Puis encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est plus petit que c'est vraiment. Une drôle de relation avec ma propre entreprise. Et quand je faisais du skateboard, je pouvais essayer de faire un trick 200 fois. J'arrêtais pas tant que je réussissais pas le trick, je n'arrêtais pas. Là. Ça pouvait faire mal, ça pouvait saigner, je continuais. De tout recommencer, même si après 2 ans de travail, c'est déchirant. Là. Tu laisses aller 2 ans de sueur. Luc Blackburn de Octave, le plus grand sacrifice personnel que tu as l'impression d'avoir fait pour la business? Probablement... Il semble qu'on est quand même plus facile. J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie. Ouais, c'est quand je vois les bails qui se passent aux nouvelles. J'me dis qu'on n'est pas périssé de mon univers. Me semble qu'on est posé. Me semble qu'on est posé. Simon Lebain de Workleap, comment ça va mon vieux? Ça va toi? Ça va, man. Merci d'avoir accepté de faire une édition spéciale pour les 20 ans de Workleap, puis félicitations, mon gars. Merci. Puis pour les 20 ans que tu m'invites en France pour tourner ça, moi, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, mon vieux. Si on rewind the clock, il y avait 3 gars dans un appart à Montréal, toi, JR, Sébastien Leduc. Puis si on fast forward à maintenant, Snapshot, c'est genre 400 plus personnes, je pense, à peu près à Workleap. Oui, 100 plus pays. On est 400, on est dans une centaine de pays avec nos produits. Les revenus, bon, on a dépassé le 100 millions il y a déjà un petit moment. Mais total, vous avez dépassé le Billy. Ouais, ben c'est ça. On dirait que à chaque anniversaire, mettons 5 ans, j'aime ça demander à l'équipe finance, c'est quoi le total de revenus qu'on a fait. Puis le timing est bon parce qu'on est à 1 milliard de revenus générés depuis 20 ans. C'est insane, dude. Mais c'est sûr que ces temps-ci, on regarde toutes les grandes entreprises incroyables, puis eux, ils font ça à chaque année. Là, mais faut pas oublier, on est parti de rien, de zéro. Puis on a bâti morceau par morceau l'entreprise. Puis le milliard, pour moi, c'est juste un chiffre qui est quand même assez élevé. Mais ce qui est particulier dans ce milliard-là, c'est qu'on est une grande portion de cet argent-là est en exportation. Fait que nous, on vend nos produits partout dans le monde. Puis il y a quelque chose autour de l'idée de contribuer significativement à l'économie. Oui, 100%. Puis ça me rend quand même fier. Mettons, tu look back, le jeune gun Simon, là, en 2006, là. Y a-tu une de ces stats-là ou juste un fait auquel il y aurait de la misère à croire que vous êtes arrivé à ça? Pas mal tout. Ouais. Tu sais, faut juste se remettre dans le contexte. En 2006, Guillaume et moi, on est à l'ETS. C'est notre première année. On connaît pas grand-chose de la vie encore, là. On a des babyface. On n'a rien fait de notre vie. On est super jeune, on a 20 ans. Puis tu sais, à la même époque, mon père, il se relançait en affaires, puis ça l'a sûrement contribué à plus de 50% de ma décision à me dire, mon père, il se lance en affaires, ça a l'air vraiment cool de faire ça, puis je pense qu'on pourrait faire la même chose. Je sais même pas si tu me l'avais conté, le fait que ton père, c'était craqué un truc entrepreneurial à cette époque-là, puis que ça avait joué dans ta psychologie, ta motivation, c'est hot. Ouais. Ça m'a pris du temps à comprendre c'était quoi qu'il faisait. Il était, il y avait une compagnie en informatique de service, puis j'étais quand même jeune pendant parce qu'il avait vendu à CGI. C'est ça. À début 2000, puis il a passé un certain temps chez CGI jusqu'au jour où il a décidé de se relancer une autre fois. Puis là, ça, c'était en même temps que nous. Puis honnêtement, on a lancé G-Soft à l'époque, puis tu sais, mon père, il m'encourageait, là, je le sais qu'il
il m'aidait à faire mon CV parce que si tu veux, on faisait de la consultation, fait qu'il faut t'envoyer ton CV. Puis il était comme, bon, je vais essayer de t'aider même si t'as rien à mettre dans ton CV, puis il était capable de m'aider à le tweaker. Mais tu sais, je sentais qu'il voulait que je reste à l'école parce que d'après moi, il devait pas... il devait se dire, ça va être un truc temporaire, puis il va passer à autre chose, puis nous, on se disait comme, hey, imagine si un jour on est 10, là. Ce serait fou. Puis pour nous, ça, c'était comme le moment culminant. Aller au-delà de ça, c'était même pas une considération. Fait qu'aujourd'hui, là, tout ce on vit, tout ce qu'on est devenu, il y a rien de ça qui était planifié. Là. Puis j'ai pas... It's gravy. Ça serait encore plus cool de dire qu'on avait tout planifié ça, mais je suis hyper honnête. Là, nous, on l'a fait avec notre cœur, puis on l'a bâti morceau par morceau sans trop se poser de questions. Puis c'est sûr qu'après un certain temps, tu commences à réaliser que t'es pas pire. Ben, il y a quelque chose qui se passe. Puis tu sais, on est des gens avec... je pense à Seb puis à Guillaume. Là, on a un peu un syndrome d'imposteur. Là, on t'en parlais dans la communauté. Hein. Fait tu sais, ça a pris du temps avant de se dire « Hey, on n'est pas si pire que ça. Là, on est capable de faire quelque chose. » Puis le regret que j'avais, c'est de pas m'avoir assumé plus tôt puis de faire comme « Hey, on est bon, on est capable de bâtir de quoi de fou. » Puis le plus tôt que tu es capable de te rendre compte de ça, ben le plus tôt que tu peux te lancer davantage puis pousser encore plus. Parce que nous, on avait l'impression que les grandes choses, ben ça se passait ailleurs, tu sais. Puis encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est plus petit que c'est vraiment. Tu sais, c'est une drôle de relation avec ma propre entreprise. Mais même si t'as peut-être un peu ce sentiment-là encore, t'as clairement pris en confiance puis en skills. Puis justement, je pense qu'une expression de cette confiance-là, c'est fin 2024. Il y a eu du changement au management. Puis t'as dit, je reprends le contrôle de la compagnie au complet. A.k.a. un peu founder mode. Tu sais, c'était beaucoup dans cette saison-là, je pense. Puis je pense que le founder mode, c'est quelque chose de super intéressant ça a réveillé quelque chose dans plein de founders. La question que j'ai pour toi, c'est comment tu vois ça, le founder mode? C'est-tu sustainable, genre long terme, ou c'est plus un blitz quand t'as quand même des curves ou des downs peut-être de ta compagnie? J'étais curieux de t'entendre là-dessus. Dude. Ouais. Ben peut-être plus dans le contexte, dans notre contexte, je pense que nous, ça fait on célèbre 20 ans. Là, ça faisait 15 ans au moment où est-ce que je suis allé chercher de l'aide avec quelqu'un et différentes personnes qui se sont joints à nous depuis dans ces dernières années-là. Et je pense que ça rentre dans un moment que sûrement beaucoup d'entreprises vivent, c'est où est-ce que tu sens le besoin de te professionnaliser. Puis il y a une pression qui des fois tu te la fais toi-même, ou elle vient de ton entourage, le marché, des fois ça peut venir de tes investisseurs, puis t'as comme le sentiment que ben si je veux rouler une business sérieusement, ben j'ai besoin d'élever le niveau de maturité, ce qui est pas faux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de founders qui touchent, il arrive un moment où est-ce qu'ils perdent peut-être confiance en leurs moyens d'amener l'entreprise à un autre niveau. Puis je pense que je suis tombé là un peu. Mais ce que je l'ai partagé à quelques personnes, là, mais je pense que j'arrivais aussi à un moment où est-ce que j'étais épuisé. Ouais, ça faisait 15 ans. Puis fait que je suis allé me chercher de l'aide, puis des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, puis des fois ben t'as le sentiment de pas avoir été jusqu'au bout des choses, puis le recul que j'ai eu dans les dernières années, ça m'a aidé à redécouvrir mon entreprise, puis à me dire ben tu sais, tu te faisais moins confiance sur tel et tel aspect, ben c'est vraiment moins pire que tu penses. Puis des fois, tu as besoin d'avoir ce recul-là pour le réaliser. Fait que je suis quand même assez content d'avoir eu ce recul-là. Puis d'être allé chercher de l'aide, je pense que ça m'a quand même aidé à faire la transition entre GSoft, on est une petite famille,
c'est serré à, on est une business, on peut s'amuser à rouler une business. Ouais. Puis à un certain stade, se croire être une famille, c'est peut-être pas la meilleure façon d'opérer l'organisation. Fait que moi, je pense qu'on a évolué beaucoup à travers ces 5 dernières années-là. Puis quand on tombe dans le founder mode, souvent quand une entreprise fait face à des défis comme on vit en ce moment, avec les changements technologiques qui nous entourent au quotidien, quand une entreprise atteint un certain plafond en termes de croissance, quand une entreprise vit certains défis, je crois qu'il y a certaines choses que les founders font peut-être mieux ou plus naturellement que si tu embauches quelqu'un, un professionnel CEO qui va venir t'aider à affronter ces défis-là. Puis je dis ça alors que il y a sûrement plein d'entreprises qui ont réussi à affronter ces défis-là avec une embauche externe. Comme l'inverse est vrai aussi. Fait qu'il y a il y a pas une seule réponse à tout ça. Moi, j'avais le sentiment de travail non accompli, non terminé. J'avais cet appel-là de me dire comme Workleap, Gsoft, c'est encore dans tes veines, c'est encore là. Et j'arrivais à un moment dans ma vie où est-ce que je sentais que il était temps que je reprenne le volant de l'organisation. Et je rajouterais aussi à ça que je m'étais pas totalement effacé, là. J'étais encore, je travaillais à temps plein. J'avais juste donné plus d'espace à d'autres personnes, puis fait que quand je dis un retour, c'est pas I never left. J'étais pas sur une île déserte en train de relaxer, là. On dirait que je m'étais fait à croire que les opérations, mais c'était pas pour moi, tu sais. Ouais. Je vais rester dans plus stratégique, plus vision. À la fin de la journée, une business, là, c'est quoi? C'est 10% stratégie, vision. Le reste, faut t'exécuter. Le reste, c'est de l'exécution. Puis de l'exécution, mais c'est pas... ça peut être le fun. Tu sais, c'est pas... ça peut être hyper stimulant. Là. C'est pas comme on dirait que je m'étais fait à croire que c'était pas pour moi. Puis finalement, ça résonne d'autres parce que je me le fais souvent à croire. Moi, certaines parties de ma petite business sont pas pour moi, mais food for thought. Dude, ce qui est cool avec notre édition spéciale, c'est qu'on est allé sur Slack, la communauté privée, puis on a dit « Yo, j'amène notre boy Sim dans la salle du roi. » Parce que certains pourraient dire que Sim, t'es un de nos kings de la tech. Qu'est-ce qu'on pose comme question à Sim pour ses 20 ans de Workleap? Fait qu'il y a un paquet de founders dans la communauté qui en ont droppé. Fait que here and there, je vais en saupoudrer notre entrevue de ce que les boys on a une girl, mais elle a pas posé cette question-là. Donc, ce que les boys ont posé comme question. Il y a Félix Deschâtelet de Emma qui a dit « Comment t'as géré ton évolution comme CEO de 20 à 40 ans? » Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que toi, mettons, t'es le meilleur CEO pour ta business versus engager un CEO externe? Fait que genre, la diff entre t'étais comment jeune puis là, pourquoi tu penses que c'est un bon temps pour Founder Mode plus CEO? J'ai évolué au même rythme que mon entreprise. Okay. On sait... c'est pas la même chose opérer une entreprise quand t'es 3 amis et quelques mois, quelques années plus tard, t'es 25-30 personnes, puis après ça, t'es 100, puis après ça, t'es 200. Il y a toutes sortes de défis qui émergent, des défis différents, puis je pense que ce qui est arrivé, c'est que j'ai accepté que le Simon 2006 pouvait pas être le même Simon en 2009 puis en 2012, puis je pense que je me suis ouvert à être une autre personne. T'as-tu trouvé ça tough, ça? Non, parce que j'ai comme, on dirait que pendant longtemps, j'étais en symbiose avec mon entreprise. J'avais quasiment... C'était comme moi qui grandissais, tu sais. Puis quand ton corps grandit, tu t'adaptes, puis okay. Fait que ça s'est fait très naturellement, puis je pense que je suis une nature très... je suis un curieux, je lis beaucoup. J'aime ce que je fais, puis je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça marche, puis je suis le genre de personne qui
qui est inarrêtable, là. Genre, fait que t'as pas le choix de juste t'adapter, apprendre, puis... Fait que la transition... tu sais, l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est plus... je pense que ça a été comme le point de départ de faire comme, OK, il y a quelque chose à faire pour être un meilleur leader. Puis, au tout début, je parlais jamais à personne dans le business. J'étais juste dans le business avec les gens. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Hey, à mon ancien job, là, il y a le CEO, ben, à chaque mois, il parlait à tout le monde. OK, ouais. Là, pour moi, c'était comme, ah, ouais. Hey, c'est intéressant, ça. Puis, aujourd'hui, je suis comme... Ça fait partie de ton MO, là, aujourd'hui. Non, mais c'est un concept qui est quand même connu, puis communiquer, il y a plein de façons de le faire, puis... Mais j'avais comme pas saisi que mon rôle nécessitait de faire des choses comme ça. Puis ça a juste pris ça pour que je fasse comme... OK, là, j'ai commencé le rituel de communiquer, de partager mes idées, ma vision, ce que j'avais envie de bâtir. Puis t'as découvert que t'étais fucking bon à faire ça. J'étais pourri. Ben, en tout cas, à cette heure, t'es fucking bon, là. Je veux dire, la dernière série d'entrevues des dernières années, c'est souvent bon, là. Ben, il y a beaucoup de pratiques là-dedans, mais j'ai des scènes de cette époque-là filmées. Parce que des fois, il y avait des gens absents, fait qu'on le filmait. Ah ouais. Puis je suis incapable de me réécouter. C'est insupportable. Puis, mais je veux dire, les époques changent, puis je veux dire, sûrement qu'à l'époque, c'était pas si pire, puis c'est bien correct, mais je me suis quand même, je me suis forcé quand même à développer ce côté-là, parce que j'ai compris que la communication, sous différentes façons, tu sais, comme il y a pas une façon de le faire, autant à l'écrit, quand tu parles, quand tu as des conversations avec les gens, c'est un skills qui est important. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse, mais ça m'a pris quelqu'un pour me le dire. On dirait que ça a été le début de comme, OK, faut pas que je me laisse comme, faut que je m'intéresse à développer ces choses-là, puis de pas me laisser juste, de pas totalement improviser la chose. Fait que je pense qu'il y a des gens qui m'ont juste lancé des indices de choses que je devais faire, puis j'ai attrapé les choses qui faisaient du sens, puis je les ai implémentées graduellement, puis fait que I guess que ça fait partie des gens curieux, ça, c'est t'écoutes, puis t'es comme, OK, c'est quoi être un CEO, puis là, tu lis les livres sur Steve Jobs, OK, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, là, mais quand même. Ben, je pense que tu peux tirer de la valeur, puis l'adapter, le remixer à ta sauce de plein de ces sources-là. D'autres, il y a un genre de pattern un peu classique qui émerge dans les discussions avec des entrepreneurs de je suis jamais satisfait nécessairement, puis souvent je prends pas le temps de célébrer des milestones, puis je suis tout le temps on to the next thing. Puis man, je le vois avec plein de founders. On en parlait hier avec tous les partners puis les entrepreneurs qui étaient là. Ça m'amène à la question de Antoine Demers-Hébert de Light Beans. Y a-tu une des étapes dans ces 20 années-là de Workleap où ce que tu n'as vraiment ressenti plus fort de la satisfaction ou de la fierté, appelle ça comme tu veux? Y a-tu un snapshot que tu te rappelles que t'es comme, ouais, là, je me sentais satisfait, puis... Ben, j'en ai plein. Tu sais, je repense à... Tu sais, nous, on a commencé comme entreprise de service. Ouais. C'est-à-dire qu'on remplissait des RFP pour gagner différents projets. On rivalisait contre d'autres firmes pour avoir différents projets. Puis chaque fois qu'on gagnait ça, c'était comme si on gagnait la loterie. Là, on était... fait qu'on a savouré chacune de ces petites victoires-là. Puis je me rappelle aussi, on avait une cloche dans le bureau. Puis c'est comme... On vient de closer un client. Fait qu'il y avait plein de petits hits comme ça. Puis après ça, les produits sont rentrés. On a commencé à faire du produit. On a lancé ShareGate. Puis là, ShareGate, ben, à l'époque, on vendait ça quelques centaines de dollars. Là. C'était des petites transactions. Puis moi, genre, que ça soit 100$, 500$ ou 10 000$, c'est la même chose. Là. C'est le sentiment d'avoir quelqu'un quelque part sur Terre qui a essayé ton produit, le testé, là.
a fait différents clics, a vu du potentiel, a dit OK, intéressant, mon trial est terminé, je prends ma carte de crédit, je rentre les numéros, puis j'achète ce produit-là parce que j'ai décidé de faire confiance à ce produit-là. Pour moi, il y avait quelque chose d'absolument exceptionnel à réussir à faire ça. Puis ShareGate, c'est une business de volume. On en vend c'est beaucoup, beaucoup de clients. Fait que c'était des hits comme ça qui, encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une petite vente qui rentre, j'ai ce même sentiment-là. Après ça, tu as des gros milestones comme... je racontais ça... c'est les 20 ans, on parle de plein de... Ben oui. Mais le premier million de ventes par mois de ShareGate, ça a été... encore une fois, c'est juste un chiffre, là, c'est 1 million, mais je me rappelle cette journée-là au bureau où est-ce que les gens en vendent, ils courent tout après les purchase orders. Comme il manque il manque quelques milliers de dollars. Fait que là, tu relances tes clients. Là, soudainement, tu les relances vraiment plus que d'habitude. Puis ce qu'on avait fait, puis là, on l'a atteint. Fait que c'est 1 million de dollars en 1 mois. Puis on s'était dit pour ça qu'on allait organiser quelque chose de spécial avec l'équipe. OK. On leur avait dit, amenez-vous du linge pour le week-end, puis votre passeport. Okay. On se rejoint au bureau, je pense que c'est samedi matin. Puis là, le monde sont arrivés au bureau, il y avait un autobus voyageur. Là, c'est comme, on se dirige vers l'aéroport. Puis là, juste avant l'aéroport, on tourne sur la 13. Là, c'est comme, on s'en va pas à l'aéroport, sûrement que c'est juste il nous a fait à croire qu'il fallait amener notre passeport. Puis finalement, on est sorti à l'endroit où est-ce que les vols privés. Puis on s'est arrangé avec la compagnie aérienne de pas dévoiler la destination. Là, je tiens à dire, c'était pas un jet privé bombardier, là, c'était un avion jazz, là. Tu sais, c'est pas glamour, mais c'est hot quand il est tout à toi. Ouais. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est fait qu'on a décollé. Là, les gens, ils savaient pas où est-ce qu'on s'en allait. J'angoisserais, bro. Puis là, c'est sûr nous, on a beaucoup d'ingénieurs dans l'avion. Fait que là, ça réfléchit à, comme la direction, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les hypothèses de destination. Puis là, juste avant d'arriver, juste avant l'atterrissage, on a mis la tune de Jay-Z, c'est quoi le titre? New York? Empire State of Mind. Exact. Ouais. Là, on a parti ça, puis on a atterri... Puis on avait préparé un souper sur un rooftop. Mais, fait que j'ai comme l'impression que toi, tu l'as pas, ce problème-là, que peut-être plusieurs entrepreneurs ont de pas avoir la capacité à prendre le temps de célébrer puis de souligner des beaux milestones. Parce que ça, en tout cas, c'est sûr que c'est un exemple fort. Ben, je pense que historiquement, on a célébré plein de beaux moments, mais je pense que probablement qu'on le fait jamais assez. Puis après ça, t'as les gros power moments comme ça qui sont clairement très le fun à célébrer. Mais je pense que les célébrations, probablement que les célébrations les plus importantes sont peut-être plus dans les petites choses du quotidien. Dans l'appréciation de petits succès qui peuvent facilement tomber entre les cracks. Puis quand t'es un founder, entrepreneur, un peu dans le feu de l'action, toujours à la recherche de bâtir quelque chose d'encore plus grand, c'est assez facile de overlook ces choses-là, puis de peut-être avoir l'air insensible à ces choses-là, alors que bien souvent, quand tu te le fais, tu fais comme, hey, c'est malade ce qu'on fait, là, tu sais, j'ai pas de... Ouais. Mais tu sais, c'est pas, je pense pas que ça vient pas d'une volonté d'ignorer ces choses-là. Ouais. Wow! On a vendu notre première offre d'emploi premium. Donc, Panorama, un SaaS montréalais qui aide les conseils d'administration à mieux gérer leurs rencontres, leurs décisions, leurs procès-verbaux, sont à la recherche d'une personne senior full stack developer. Le lien vers l'offre est dans les show notes, mais aussi direct sur saaspace.com/emploi avec un S, au top du job board, vu que c'est une offre premium. Cheers! T'as dit, entrepreneur dans le feu de l'action, souvent tu penses tout le temps à construire quelque chose de plus grand. Y a-tu une fin ou un genre de statut peut-être...
pas final, mais stable? T'as-tu l'impression qu'à un moment donné, tu vas être genre satisfait avec l'état des choses puis Workleap? Ou genre c'est interminable, c'est juste une game infinie de growth puis de nouveautés, genre? Je me pose cette question-là quand même souvent, là. Surtout quand ça fait 20 ans, la moitié de ta vie. No shit. Ouais. Puis là, puis tu sais, j'ai Sébastien, un des cofondateurs qui est plus dans les opérations, tu sais, qui lui a décidé de sortir parce que pour ses 40 ans, c'était comme son... là, tu le regardes aller, puis tu fais comme... Ben, est-ce que c'est moi qui est juste fou de... ben, il y a encore Guillaume et moi, là. Puis tu sais, on se rejoint beaucoup sur cette ambition-là, Guillaume et moi, sur le... On a un amour de faire de la tech qui est comme assez viscéral, là. Fait que c'est sûr que des fois, je me dis, je veux-tu me réveiller à 65 ans avec le regret d'avoir pas arrêté? Tu penses à ça des fois? Ben, dans le moment présent, j'adore ce que je fais. Je trouve ça fou. Ouais. Puis je me verrais pas arrêter, mais je suis capable d'imaginer le scénario de j'aurais dû arrêter. Mais je l'ai pas fait parce que sur le moment, des fois, on s'en rend pas compte. Puis il y a toutes sortes de raisons qui nous poussent à continuer, là. On peut s'inventer plein de raisons à continuer. Ouais. Des fois, il y en a des moins bonnes aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès et ambitieux qui ont la fameuse chip on the shoulder, tu sais, besoin de prouver beaucoup aux autres ou à eux-mêmes ou à des gens spécifiques même dans leur vie ou à comme compenser pour une défaillance ou un problème quand ils étaient jeunes. Ou... Fait que ça fuel, man, mais écoute, je connais pas tout ton background à 100%, là, puis je te connais, on n'est pas méga proches, mais genre, j'ai jamais senti vraiment la chip plus négative en toi, genre. Puis tu sais, je suis un thérapeute de quartier, moi, là, quand on fait des meet-ups, j'essaie de dire, pis toi, c'est psychologiquement, pis t'es comme, non, man, j'aime ça ce que je fais, je build, genre. Fait que ça semble sain, mais genre, je t'ai pas psychanalysé. Ouais, j'ai définitivement je suis quelqu'un qui est obsessif. Puis je crois, moi aussi je suis un thérapeute de quartier, je crois que ça vient de mon enfance à faire du skateboard. Ça a défini un gros bout de ma vie. Et quand je faisais du skateboard, je pouvais essayer de faire un trick 200 fois. J'arrêtais pas tant que tant que je réussissais pas le trick, je n'arrêtais pas, là. Ça pouvait faire mal, ça pouvait saigner, je continuais. Et puis même quand je fais du skate, je suis dans les compétitions quand j'étais jeune, j'étais pourri. Genre incapable de faire des compétitions parce que ça nécessite de réussir plein de choses de suite. OK, ouais, genre moi je m'en vais, j'allais sur des spots de skate puis j'allais tout de suite pour le trick vraiment compliqué que j'avais très peu de chances de réussir. J'essayais même pas tu me mets des marches, je vais faire un kickflip tout de suite, j'irais pas faire un ollie, là. Je comprends. Je sais pas si ton audience connaît bien le skateboard, mais dites-vous que je suis celui qui essayait le trick où est-ce que le skateboard fait plein de tourne un peu partout, là. Ça, c'était moi. Puis fait que j'ai l'impression que ça s'est réappliqué dans mon cheminement entrepreneurial où est-ce que ben on va pas bâtir juste une petite business, puis encore tantôt je disais que c'était pas voulu, mais c'est inconsciemment on dirait que je sais pas là, tant qu'à être là, on peut-tu faire quelque chose de grandiose, puis on va lender un gros trick tant qu'à être dans le skatepark, genre. Puis ça fait 20 ans, puis tu sais 20 ans, ben tantôt je parlais du voyage à New York, puis des ventes, puis là tu lances un produit, puis il y a toutes sortes de trucs de moments hyper forts, mais aussi toutes sortes de moments où est-ce que tu as l'impression que rien ne va plus, puis tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, puis c'est très... je pense que c'est un net positif en termes de... C'est le fun, mais c'est pas tout le temps le fun. Exact. Puis c'est comme si tu t'infliges ça pendant 20 ans. Faut que tu sois fait quand même fort. Ouais. Puis là, je suis à un moment où est-ce que je me dis, ben... On a quelque chose de beau entre les mains. C'est parfaitement imparfait comme business.
ça l'a comme... Mais on dirait qu'on n'a pas atteint le... On dirait qu'il y a encore beaucoup à construire, puis... Ouais, puis il y a aussi un monde d'opportunités sur quoi puis comment construire en tech qui s'est ouvert dans les dernières années. Puis je l'ai vu dans messages ou les posts LinkedIn à GR, même chose sur certaines interventions. Tu sais, l'espèce d'amour viscéral de builder de la tech que tu parles, vous faites pas juste en parler, là, ça paraît dans le produit, dans les releases que vous faites, puis tout. Ça, c'était une de mes questions, man, parce que épisode 110, qui est encore le meilleur épisode à ce jour, mon boy. Fait que, nice. Là, il va falloir le topper avec la crypte. Tu me parlais que vous étiez rendu avec beaucoup de produits, là. C'était comme votre phase, votre ère un peu M&A, man. Il y avait, je les nommerai pas toutes, là, mais bon, des produits in-house que vous aviez, home grow, puis des produits d'ailleurs que vous aviez achetés, pour tout unifier ça dans une plateforme. Mais ça reste que ce spread-là de produits, c'était pré-AI, right? Genre, c'était le nouveau paradigme dans lequel on fonce. Fait que là, moi, ma question, c'est comme, shit, comment tu vois un peu le futur de la plateforme HR, de toutes ces synergies ou pas là? C'est comme un peu un mess dans ma tête de savoir, toi, c'est quoi ta vision produit à toi puis JR, mettons. Ouais. Ben, c'est fou comment le monde a changé depuis que, notre meilleur ami, c'est Claude au quotidien, puis qui change la vie de pas mal tout le monde, tout métier confondu. Probablement qu'il y a des décisions qui auraient été différentes si on avait été conscient que le monde allait changer autant en si peu de temps. Plus prophète, là. Mais et c'est sûr que nous, on arrivait à un point dans notre cheminement d'entreprise où est-ce que faire des M&A, c'était, sur papier, c'était très logique, là. Ben oui, je me rappelle. Puis, mais là, après ça, tu te dis, OK, je fais un M&A. On a acheté des business qui étaient pas nécessairement des business à des stades différents, mais on n'a pas acheté des business massives avec comme des tonnes et des tonnes de revenus avec. Y en a-tu qui étaient pre-revenue carrément? Non. C'est tous des business qui faisaient des revenus, mais ça nous permettait de rapidement rajouter des fonctionnalités à notre plateforme HR, rajouter des fonctions qui, à l'époque, quand on bâtissait à la main, là, tout ce qu'on fait, c'était long de bâtir des solutions qui répondaient aux attentes des clients du marché. Fait que sur aujourd'hui, la question, est-ce que tu fais un M&A ou tu bâtis? À part si tu achètes quelque chose qui est en croissance hyper rapide, avec beaucoup de revenus, beaucoup de clients, il y a la raison de faire l'acquisition, tu peux le justifier. Mais après ça, si tu achètes quelque chose qui a un peu de revenus, mais que tu l'achètes surtout pour les fonctionnalités, dans un monde où est-ce qu'on peut bâtir beaucoup en très peu de temps à faible coût, c'est plus les mêmes questions qu'on se pose. Dans notre cas, c'est sûr, on a fait 3 acquisitions. Ouais. Et je pense qu'on avait sous-estimé l'effort et le temps que ça prenait pour non seulement faire les acquisitions, mais après ça, faut que tu les intègres dans ton écosystème. Puis tu sais, quand tu as différents produits qui sont bâtis sur des stacks technologiques différentes, puis que tu veux que ton client puisse en bénéficier dans une expérience qui est agréable, c'est facile à dire, c'est très difficile à exécuter. Puis dans notre cas, ça a pris quand même beaucoup de temps avant de se rendre là. Et puis le monde a changé en même temps qu'on a fait tout ça. Fait qu'aujourd'hui, tu me demandes est-ce que j'aime les acquisitions qu'on a faites? Tu sais, je veux dire, il y a du potentiel derrière chacune de ces acquisitions-là, mais le monde a quand même changé drastiquement autour de nous. Puis l'écosystème HR, le HR Tech en général, on l'a pas facile. C'est pas un marché qui, tu sais, c'est pas simple en ce moment. Tu sais, il y a pas, tu demandes à des business, des CEO, des CFO, où est-ce qu'ils ont envie d'investir leur budget. Le budget HR versus le budget AI. On voit littéralement un changement dans la manière de dépenser les sous. Puis on est aussi dans une époque où est-ce que un bon nombre de produits HR avaient été bâtis à une ère où est-ce que la rétention des employés était
quasi impossible. On était ça c'est pas juste récemment, là, c'est pendant un bon bout de temps, là, tu sais, le marché d'emploi de l'emploi était fou. Puis tout le monde s'arrachait le talent, puis je pense qu'on le fait tous encore un peu, mais c'est pas du tout la même réalité aujourd'hui. Puis on est dans un monde où est-ce que les organisations, oui, ils veulent garder le bon talent, mais le focus est beaucoup sur dans la productivité, dans la capacité à l'organisation d'en faire plus avec moins. Ouais. Fait que pour nous, ça change, l'écosystème HR Tech change, puis pour nous, ça change aussi les opportunités qui sont devant nous autres. Puis pour moi, en ce moment, ce qui m'allume beaucoup, c'est tous les changements agentiques qu'on voit. Tu sais, d'être capable de faire du software qui fait vraiment la job pour toi, là. C'est pas nouveau, ce concept-là. Tu sais, on faisait j'ai bâti des softwares depuis 20 ans. On a tous un peu essayé de faire ça à travers les différents produits et projets sur lesquels on a travaillé. Mais c'est la première fois en 20 ans qu'on est dans un monde où est-ce que la technologie nous permet d'amener ça à un niveau que j'aurais même pas pu imaginer il y a à peine 5 ans. Fait que dans notre monde à nous, il y a tout un... C'est comme un reset qui nous permet finalement de voir encore plus grand que jamais. Dans le cadre du HR Tech, pour nous, avec Office Vibe initialement, qui était notre premier produit HR, notre focus oui, c'est un produit HR, mais notre focus a toujours été pour le manager. Explique-moi ce que tu veux dire par ça. Ben, tu as beaucoup de solutions HR qui sont non seulement vendues à HR, mais qui servent uniquement à HR. Fait que des gros dashboards analytics que personne comprend sauf HR parce que t'as plein de trucs hyper sophistiqués puis tu peux aller très loin là-dedans. Okay. Puis pense à des grandes solutions HR, même dans la gestion du quotidien. On appelle ça des HRIS. SIRH en français? Ouais, ben, non? Ben, je le dis souvent en anglais, puis on dirait que je pourrais pas te le dire en français. C'est pas grave. La fois que ces logiciels-là, l'employé moyen voit très peu de la surface de ce software-là. Fair, ouais. C'est pas Bamboo HR, tu vas rentrer tes vacances dedans, puis tu vas peut-être utiliser Ouais, je te il y a comme pas de... C'est pas fait pour les employés ou les managers, c'est fait pour HR, pour runner leurs opérations, leur administration, gérer les contrats, gérer le payroll, gérer toutes sortes d'éléments qui sont... Quand on a bâti Office Vibe, évidemment, il fallait servir HR. C'était HR qui signait le chèque. Ben, du moins, c'était HR qui était la personne avec l'influence sur le chèque qui allait être signé. Et mais on a toujours conçu Office Vibe dans la mesure où un gestionnaire avait son propre univers dans Office Vibe. Il pouvait voir son équipe, gérer son équipe, gérer le feedback de son équipe. Puis nous, on croyait que le gestionnaire était... notre croyance, c'est que le gestionnaire est hyper clé au succès des entreprises. Puis HR, une grosse portion des responsabilités des départements HR, c'est de supporter ces gestionnaires. C'est un peu le gestionnaire est ta courroie de transmission sur un tas d'éléments. HR seul n'arrivera pas à faire tout. À un moment donné, si tu veux que certaines choses se passent sur le terrain, tu as besoin des gestionnaires avec leurs équipes qui sont... qui comprennent ce qu'il y a à faire, qui ont les bonnes informations, qui ont la bonne direction puis le bon alignement avec la business. Fait que nous, Office Vibe, on l'avait fait dans cette optique-là. Puis en ce moment, ben, on voit une opportunité de le faire à un tout autre niveau qu'on l'a jamais fait dans le passé. Fait qu'on va probablement en parler plus dans les prochaines semaines. OK. Mais on est en train de faire des changements assez fondamentaux à notre offre HR pour faire quelque chose qui nous a longtemps animé, mais c'est comme si on s'était jamais donné le courage de pousser aussi loin. Fait que c'est-tu, pour boucler la loupe sur le M&A, c'est-tu quand même fair de dire que le chemin de croissance, mettons, court terme pour Workleap, ça va peut-être être plus via une réimagination de la value prop de votre software HR que d'autres acquisitions? Absolument. OK. Fair enough. Ouais. Puis on a toutes sortes d'idées à ce niveau-là. Puis après ça, des M&A,
Je pense qu'on en a fait 3. On a appris de ça. Mais pour moi, c'est pas une solution miracle de faire des M&A. Mm-hmm. Faut que tu le fasses pour le comprendre puis le vivre. Mais je veux dire, j'étais peut-être un petit peu plus optimiste à comment ça pouvait être un vecteur de croissance pour les entreprises. Puis il y a certainement plein d'exemples où ça fonctionne, mais un M&A peut aussi, tu sais, on souhaite souvent que ça fasse 1 + 1 = 3. Ouais. Puis souvent, c'est 1 + 1 = 2. Fait que c'est pas de magie qui s'opère, puis des fois, c'est 1 + 1 = 1,5. Fait que parce que faire du M&A, ben, ça te rajoute des niveaux de complexité que des fois, tu n'as pas besoin. Fait que je veux pas être ici en train de dire qu'il faut jamais faire d'M&A, mais je pense que c'est un pensez-y bien quand on fait ça. All right, folks. HexFit recrute une personne en growth hacking ou en gestion de contenu senior. HexFit, c'est un logiciel de suivi pour les professionnels de l'activité physique. Donc, ils cherchent quelqu'un pour les aider à croître. C'est un poste remote, temps plein, une fourchette de salaire entre 80 à 130 000. Si c'est un profil qui fit, va sur saspace.com/emploi avec un S. Notre job board, ils vont être au top. Mentionne Saspace si t'appliques. OK? De retour au pod. Tu sais que dude, dans ma research, j'ai trouvé que sur certains autres pods ou entrevues, là, tu parlais de ta philosophie « kill your products ». Genre que le fait que des fois, il faut juste que tu restartes au complet ou genre que tu pars d'un blank canvas puis tu mets ton énergie dans une forme de creative destruction ou juste de pas avoir peur de te tirer à la plug. À l'époque, OG, ShareGate, il y a eu ça, right? Vous avez genre rebuild ShareGate au complet. Ouais. Puis il y avait comme une affaire que t'avais pas le droit de copy-paster le code dans la nouvelle version. Ça sonne-tu une cloche? Ouais. OK, c'est bon. La question que j'ai pour toi, c'est cette espèce de philosophie-là de ne pas avoir peur de tuer tes darlings ou tes produits. T'es-tu en train de la revivre avec la partie HR, la partie Workleap en ce moment, à cause de tout ce que tu viens de dire? Ben, si on prend à l'époque de ShareGate, c'était dans le contexte d'une business qui partait de rien. Dans le contexte d'un produit qui avait, en 2 ans, réussi à avoir 4 clients total. OK, fair, ouais. Fait qu'on, de tout recommencer, même si après 2 ans de travail, c'est déchirant, là. Tu laisses aller 2 ans de sueur, mais mais on le fait, ça a fonctionné. Dans le contexte d'une business qui, pour nous, HR, c'est genre 30 millions de revenus à peu près. Okay. C'est pas rien. Ben c'est des milliers de clients satisfaits. On a des produits qui font la job, là, qui sont appréciés, utilisés. Mais pour nous, c'est pas suffisant pour vraiment gagner puis amener cette business-là à une business de 50, 60, 100 millions en revenus. Puis aujourd'hui, ben je crois que le futur agentic qu'on est en train d'être témoin de dans toutes les industries, en HR, ça s'opère aussi. Puis nous, l'opportunité qu'on a, c'est qu'on a une base de workflow clés HR autour de l'engagement, autour de la gestion de performance, autour de la gestion de la rémunération, qui sont des workflows hyper importants qui doivent se passer. L'opportunité qu'on a, c'est puis je sais pas si je n'avais parlé dans ton autre podcast, mais nous, depuis 2 ans, on a investi massivement dans ce qu'on a appelé Workleap AI, qui est comme toute notre couche notre couche AI au-dessus de toute cette au-dessus de ces produits-là. Puis là, nous autres, le move qu'on veut faire en ce moment, c'est on veut donner un visage à Workleap AI. Parce qu'on l'a appelé Workleap AI, c'était plus une manière, c'était une façon lazy de juste dire, on développe des capacités AI dans notre écosystème. Puis après ça, c'est quelles sont ces capacités-là. Puis ce qui est vraiment challengeant, c'est que l'univers AI change en temps réel. Fait que ce que tu as bâti il y a 1 an n'est pas nécessairement ce que tu as besoin comme ça. Des fois, faut que tu le rebâtisses. C'est en constant changement. Ça reste que
ça reste que on a bâti une fondation qui est quand même assez solide, puis pour nous, qui est un tremplin à pouvoir... OK, pendant des années, on a accompagné HR en leur donnant des insights. On m'a donné une visibilité sur différents aspects de la business. Puis là, on est en train de faire le switch à OK, je t'ai donné des insights, maintenant je vais faire la job pour toi. Ouais. Puis c'est pas, je tiens à rassurer les gens, là, le gestionnaire ou le HR, ça prend des humains avec du jugement, un sens critique pour s'assurer que tu veux pas une intelligence artificielle qui m'apporte les gens automatiquement. Ouais. Mais tu es capable de faire, d'amener une couche d'intelligence qui permet de faire un bon bout de chemin, de sauver des heures et des heures et des heures de travail qui aujourd'hui, on n'a pas le luxe de perdre. Ouais. Et c'est ce qui nous préoccupe en ce moment. C'est là-dessus que l'équipe travaille. Je veux pas tomber dans tous les détails de quelque chose qui est pas encore lancé, mais je peux-tu... Parce que là, moi, je veux parler de ShareGate, mais là, on a trop ouvert la porte sur Workleap AI, fait que j'ai le goût quand même de creuser dans cette direction-là. Mm-hmm. Puis tu me dis ce que tu peux me dire, puis ce que tu feels pour, là, puis worst case, on coupe, là. Mais, mettons, sur 2 ans, vous avez fait des essais, puis JR en avait parlé un petit peu au début dans la communauté. Je pense qu'on avait vu un genre de copilot, un assistant, un peu plus classique dans un sidebar. C'est quelque chose que je me rappelle avoir vu dans votre plateforme. Mais mettons qu'on fast forward, plus récemment, il y a eu une intégration Slack, où est-ce que des managers peuvent voir genre des signaux d'équipe en temps réel, avec la performance, l'engagement, tout ça. Ça, t'as-tu l'impression que c'est plus dans ta vision de avoir un agent ou des agents qui enhance puis supportent les managers? Moi, c'est peut-être une manière, un slogan-ish pour le résumer, mais on peut bâtir un chief of staff pour chaque manager dans une organisation. Okay. Fait que t'as un manager... Juste pour te donner un contexte là, du marché en ce moment, là, définitivement, la couche de middle management, elle s'amincit dans beaucoup d'entreprises. 100%. Embaucher un tas de managers qui font juste gérer des humains, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Les managers doivent gérer encore plus de personnes et on s'attend à ce que les managers soient aussi des IC. Mm-hmm. Ouais. On veut que les managers aient les mains soit dans les tranchées, les mains dans la boue, puis ils travaillent, là, sont pas là à juste faire des one-on-one. Ça reste que la job de manager, elle s'en va pas. Elle est là. La job administrative du manager, le people ops, pour gérer les gens, elle s'en va pas. Ouais. Puis notre objectif, c'est de faire en sorte que un manager puisse performer comme il n'a jamais pu performer dans le passé. Parce que notre croyance, c'est qu'un manager... Des mauvais managers, c'est comme des tueurs silencieux d'entreprise. Ouais, 100%. Fait que, puis l'opportunité, pense à, imagine, là, t'as nommé celui de Slack, là. Le cycle de gestion, de la gestion performance, là. Ouais. T'as différents cycles. Chaque entreprise, des fois, le font, des fois, c'est aux 3 mois, 6 mois par année. Ouais. Souvent, c'est comme un peu la saison des revues de performance, là. Ouais. Où est-ce que tu n'entends pas parler du manager pendant quelques semaines parce qu'il est la tête dans les revues de performance, il poke différentes personnes pour aller chercher encore plus de contexte parce que tu es quand même en train de jouer avec la carrière des gens. Tu veux pas si tu es un manager avec une minimum de sensibilité, là, tu veux quand même faire ça correctement, mais ça nécessite énormément de temps pour bien le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a au travail, notre empreinte digitale, huge. Elle est énorme. Et ce qu'on fait au travers des différents outils, il y a plein de signaux hyper forts qui sont des indicateurs de comment tu progresses en termes en termes de contributeurs individuels. Ce qui est difficile, c'est d'avoir accès à l'information, d'être capable de la mettre ensemble, puis d'avoir de la visibilité, puis de juger sur OK, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon par rapport aux autres, qu'est-ce que ça a l'air. Fait qu'il y a plein d'opportunités. Juste en regardant Slack, là, t'es un manager, mettons que t'as 10 personnes dans ton équipe. Pendant 6 mois, là, tu vas avoir des conversations avec ces différentes personnes-là. Ouais. Tu vas communiquer sur Slack avec ces gens-là, tu vas donner des
des fois, tu vas poser des questions, des fois, tu vas demander de faire certaines choses. Très difficile de garder une trace de tout ça. Fait que, ce qu'on a lancé avec Slack, c'est d'être capable d'aller chercher toutes ces conversations-là puis de t'aider comme manager à quasiment revivre la timeline, la ligne du temps que tu as eu avec ces gens-là, puis d'être capable de te faire un portrait complet de quel a été le dernier 3 mois avec cette personne-là. Mais là, rajoute à ça, tu peux rajouter les transcripts des différents meetings qu'on a eus sur Teams, sur Zoom, peu importe l'outil qui est utilisé. Ouais. Puis après ça, tu peux avoir accès aux goals d'équipe, goals individuels, aux goals d'entreprise, de voir comment tout ça se rejoint. Puis si on veut pousser ça encore plus loin, ben imagine, tu te connectes à des mettons que tu fais ça pour quelqu'un qui est en vente. Tu peux te connecter à HubSpot, tu peux te connecter à Salesforce pour être capable d'aller voir comment la personne a performé dans son rôle respectif. On pourrait faire la même chose avec un développeur en se connectant à GitHub ou à différents outils de développement. Fait que, ouais. Puis, fait que, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, d'autres, c'est de voir le paradigme d'interaction avec toute cette intelligence-là, tous ces insights-là. Tu sais, on a buildé du CRUD, puis genre des beaux dashboards, ou bien des rapports, puis des documents storés à bonne place, nanana. Puis là, un classique qu'on voit, c'est genre, il y a plein de SaaS qui genre semi-pivotent sur « on est un chatbox ». Parce que anyway, toute la data, puis ce qu'on a besoin est en arrière. On va pas te l'exposer. Dis-nous ce que tu veux, ou t'en es rendu dans ton travail, puis on t'amène ça. T'as-tu l'impression que c'est ça le genre des form function final? Toi, t'as-tu commencé à explorer ça avec Workly? Parce qu'en ce moment, c'est encore un AI. C'est un add-on, l'AI, mettons, pour Workly? non, il est built-in. Il est built-in, OK, my bad. Fait que ça a été un add-on par le passé, ça se Non, ben, on l'a packagé de différentes façons. OK. Quand on dit que tout change en temps réel, 100%. c'est le packaging a changé, mais on a pris la décision que notre Workly AI allait faire partie carrément de la suite, puis c'est pas comme un... Après ça, on y donne accès, il y a une certaine limite, question qu'il n'y ait pas de l'abus en termes d'utilisation, parce que ça coûte quand même cher là, de rouler ça. Mais je te dirais que je pense que toutes les SaaS, on a eu c'est tout à fait normal, on a eu le premier élan a été OK, on va prendre l'AI puis on va l'appliquer à différentes fonctionnalités dans notre produit. Puis des fois c'est nice, là. Des fois ça tu sais, nous dans Office Vibe, là, tu regardes tes feedbacks, mais t'es capable d'avoir rapidement un sommaire des c'est quoi les topics qui ont sorti cette semaine dans le feedback. Pour moi, ça c'est comme un peu les low hanging fruit. Oh oui. Que si t'es prends pas, ben qu'est-ce que t'es en train de faire là? Parce que non seulement il y a une attente des utilisateurs à commencer à avoir des fonctionnalités comme ça. Moi, je pense que c'est une manière aussi de se faire les dents, là, comme business, là, faut que tu commences quelque part. Parce que là, les gros joueurs nous offrent un coffre à outils exceptionnel. Il faut commencer à se pratiquer avec ces outils-là. Puis pas mal toutes les SaaS ont commencé à se pratiquer un peu de la même façon. C'est vraiment un bon framing, comment tu l'as dit, de genre commencer à builder ton muscle, de genre utiliser des modèles, lesquels, quand, ouais, puis c'est ce qu'on fait, nous, depuis un bon 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais dire, ça l'a transformé notre business? Non. Ça nous a permis de rester on top of things avec un peu où est-ce que le marché va. Ou est-ce que je pense que tout change avec c'est sûr que le terme agent il galvaudé. Ben, il veut dire, il encapsule beaucoup de choses. À la fin de la journée, moi, je le résume à, on a finalement une technologie qui permet de faire les choses. I'll do the work for you. Puis, pour moi, ça, c'est comme une nouvelle génération d'outils à bâtir. C'est une nouvelle gamme d'outils qui amène les softwares à un tout autre niveau. Puis, dans notre contexte à nous, ben, ça fait 10 ans qu'on est incroyable à t'afficher plein d'insights sur ton équipe. Ouais. C'est cool, c'est pratique, je l'utilise tous les jours. J'apprends plein de choses. On peut enfin se dire, OK, ça reste, on continue, on va le faire, puis on va l'améliorer. Mais là, je peux t'amener à un point où est-ce que je vais faire la job pour toi. Tu sais, gérer une équipe, là, j'aime ça le voir comme
Ces temps-ci, je le vois comme c'est comme un momentum que tu veux toujours garder vivant comme une flamme, là, tu veux la garder toujours allumée. OK. Une équipe que cette flamme-là s'éteint est super dure à repartir. Fait que le manager qui est toujours on top, là, qui est toujours on top of things, là, qui s'assure de parler à tout le monde des bonnes façons, des bonnes choses, qui s'assure d'adapter la conversation qu'il y a avec les gens, qui comprend son budget, il en est où, qui comprend comment on progresse dans les goals, qui comprend où est-ce que la business s'en va, qui va toujours envoyer comme les bons mots au bon moment à l'équipe pour leur donner vraiment une vue sur où est-ce qu'on en est, qui attend un employé qui rentre lundi prochain, là, puis qui est pas là vendredi fin PM en train d'essayer de poigner des documents un peu partout pour essayer d'occuper la personne le plus vite possible parce que la personne, elle arrive, tout est seté, tout est fait. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir été attendu puis qui est capable de commencer à créer de la valeur plus rapidement. Toutes ces choses-là, quand tu es un gestionnaire, la pile, elle augmente hyper vite. Ouais. Mais si tu es on top de toutes ces choses-là, je crois que tu te donnes les chances de bâtir une équipe performante puis d'être capable justement de garder cette flamme-là allumée puis ultimement de bâtir des choses Ben, je te feel, puis je pense que t'as l'expérience, le industry knowledge, puis le staff, puis les ressources où ce que t'es rendu pour exécuter sur cette vision-là, de supporter de façon agentique ce manager-là pour qu'il garde la flamme allumée. Mais je suis quand même curieux qu'on descende d'un niveau un peu, puis qu'on soit plus technique ou pratico-pratique. Puis une affaire que moi je me pose comme question, c'est quoi l'interface ou la manière d'interagir avec mon Workleap Manager Agent, mettons, qui fait du sens à designer puis à builder? Si je trouve le manager, il est où, puis j'accepte de plus être dans l'écosystème Workleap puis d'y parler juste dans un Slack, si genre, je m'intègre dans... Ben, OK. Si tu veux aller plus technique... Yes, sir. Ça, j'ai eu une démo récemment d'utiliser la gestion de performance qu'on a dans Workleap, mais t'es jamais sorti de Claude. Ouais. Puis comment ça te faisait filer, ça? Incroyable. OK. Non, mais on dirait que c'est pas que je comprenais pas ça, mais quand tu le vois, quand t'as l'exemple devant toi un peu plus concret, c'est là que tu réalises que notre interface Workleap, elle va pas disparaître, mais est capable de vivre ce qu'on veut donner comme valeur, on est capable d'aller la déposer, de l'offrir d'une autre façon. Fait que, tu sais, Fait que t'as pas un genre de sentiment de perte ou d'attachement trop fort à le bon vieil interface que t'as crafté, man, pis t'as passé des décennies à genre builder parfaitement. Toi, le fait que la valeur Workleap puisse vivre dans un autre environnement, un autre brand quasiment, quand tu y penses, t'es chill avec ça en ce moment. 100%. Je trouve ça magique, en fait. Ouais. Nice. Tu sais, je voyais, j'étais avec JR l'autre jour, puis là, on a sorti comme je pense une version préliminaire du MCP de Workleap, puis là, je me demande comment Claude ferait nos graphiques Office Vibe. Puis il l'a juste comme fait. Puis c'était vraiment cool, parce que tu vois dans Claude, je trouve qu'il... Je sais pas à quel moment il a commencé à le faire, mais je pense qu'il investisse quand même à faire du UI qui se dynamique, là, tu sais. Ouais. Oui. Fait que ça paraît dans les rendus. Moi, je trouve ça... tu sais, la donnée doit venir de quelque part. Tu sais, ça reste qu'il l'a pas inventé. C'est d'être capable d'avoir une donnée qui est contextualisée à la business. Tu sais, ça se passe d'une manière ou d'une autre, là, ça se passe dans l'écosystème Workleap, ou peu importe c'est quoi ton produit. Puis je pense que le moat, c'est un grand mot, là, parce que je sais plus qui aujourd'hui a vraiment un moat, à part quelques exceptions dans... Je te file. Non, mais tu sais, on veut tout un moat, hein, mais je veux dire, en ce moment, les meilleurs de ce monde, là, les plus grands joueurs, se piquent leur moat d'un à l'autre, là, fait que ou réussissent à se détrôner l'un et l'autre. Fait que
c'est fait que, nous, petits joueurs, on peut quand même se dire, on veut se différencier pour telle et telle façon. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est la... Mais je pense que ça reste que, dans notre cas à nous, de la donnée d'engagement, la donnée de gestion performance, les goals d'entreprise, non seulement de les avoir dans nos données, mais de peaufiner une intelligence qui... je crois pas que les gros joueurs vont s'attarder à toutes ces nuances-là pour tout le monde, toute industrie. Ils ont pas de gain à faire ça. Eux autres, leur gain, là, c'est à nous vendre un maximum d'utilisation de ces technologies-là pour en faire des choses incroyables. Mais il y a souvent cette question-là, est-ce que Claude va tout nous tasser? Ben oui. Un jour, il va juste avoir Claude. Ben, ça sera pas j'ai pas l'impression que ça va être un monde si intéressant que ça, là, mais je comprends qu'on pourrait imaginer que ça aille là, mais clairement, ça ira pas là. Ouais, puis, by the way, la majorité... C'est pas vrai que c'est... En tout cas, platform risk, it's a thing, là. Genre, c'est un vrai risque, puis il y a bien des SaaS qui peuvent se faire disrupter par un plus gros joueur, mais je pense aussi que c'est hypé, puis moi, je suis coupable de je pense d'en parler beaucoup, puis de l'exagérer à certains points. Puis, Chris, je me rappelle pour Snipcart, là, tout le monde nous disait... Pourquoi qu'un dev prendrait Snipcart alors qu'il peut juste utiliser Shopify? Puis Shopify pourrait sortir un buy button, puis à un moment donné, ils l'ont fait. Puis tout ça, puis le monde, je pense, sous-estime la complexité puis la grosseur de la paille, de la tarte de marché, puis à quel point tu peux faire une belle puis grosse business dans une certaine tranche de cette tarte-là, puis que cette tranche-là, comme tu dis, c'est pas vrai que genre nécessairement Anthropic ou OpenAI vont genre aller zoom in dessus. Fait que ouais, je te file dans ce que tu dis. Non, mais tu sais, mettons, récemment, c'était Workplace. Facebook, ils ont fermé... Je suis pas au courant là-dessus. Ouais. Je dis pas de niaiserie, là, mais il y avait un outil genre... à la Slack, là, c'est ça? Un truc business, là, un truc HR, je pense. OK. Mais c'est des grenailles pour eux, ça, là. Puis ils faisaient des millions avec ça, là. Tu sais, pour le commun des mortels qui a une business, c'est comme incroyable. Tu sais, tout le monde aurait roulé ça avec le grand sourire, tu sais. Mais ces gros joueurs-là, faut se mettre dans leurs souliers, là. Pour justifier les investissements qu'ils font, ils ont besoin de plus que de devenir un joueur HR Tech ou d'un joueur... Puis leur game à eux, c'est une game qui est beaucoup plus horizontale, où est-ce que ils nous donnent une plateforme qui nous permet de faire plein de trucs complètement incroyables. Puis je pense qu'ils vont faire une multi-trillion dollar business avec ça, qui va so far réussir. Mais oui, c'est facile de se faire peur, puis tu sais, à chaque fois je me suis fait, puis c'est correct, hein, se faire peur, ça nous garde sharp. Non, ça nous garde éveillés, ça nous garde, tu sais, on peut rien prendre pour acquis. Puis oui, il y a des marchés qui ont été détruits par d'autres. Fait que faut pas non plus assumer que ça arrive jamais. Mais des fois, je pense que quand on se fait trop peur, ben on paralyse, puis on sait plus quoi faire. Puis ça nous garde éveillés à penser à what's the next thing. En ce moment, avec ce qu'on sait, moi ma croyance c'est que les agents verticaux avec du data unique le plus possible, avec un feature set comme nice, là, on peut continuer d'être créatif à faire des trucs vraiment cool qui règlent un vrai problème pour nos clients. Tu sais, c'est encore ça le play, hein. Tu sais, je veux dire, tu donnes une plateforme comme Claude à un client, puis tu dis tu peux tout faire avec ça. La plupart des business, là, ils veulent quelque chose qui est packagé. Là. Donne-moi une offre, donne-moi un règle. C'est ce problème-là que j'ai. Donne-moi pas une page blanche où est-ce que je peux écrire ce que je veux dessus. Là. J'ai pas le temps de faire ça. Donne-moi une offre. Ah non, t'as raison. C'est sûr. Fait que nous, dans le cadre de Workleap, notre focus, c'est le manager agent. On veut régler. On veut enlever un maximum de travail dans la pile du manager. On pense qu'un manager qui tasse un 20-30% de la job qu'il a pas envie de faire, puis qui est longue, puis si tu lui enlèves ça, je pense que tu lui donnes les moyens d'être le manager qu'il a besoin d'être pour gagner, puis d'avoir une équipe qui a quelqu'un qui les fait vraiment avancer, puis qui les amène dans la bonne direction.
Puis c'est notre bataille depuis 10 ans. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un cadeau qu'on se fait en ayant la capacité de l'amener à faire quelque chose que il y a quelques années, on n'aurait pas eu, je crois, le courage d'essayer de faire parce que c'était quand même dur avant de faire ces choses-là. Ouais, Là. Mais là, aujourd'hui, comme c'est pas mêlant, on a des agents qui travaillent avec nous, là. Ouais. T'aurais-tu pensé ça? Hey, non, dude. J'ai des what the fuck moments ou des reality checks souvent, man. Mais on s'habitue tellement vite. En même temps, là, t'as tes instances de Claude, puis là, moi, mettons, j'ai reçu mon brief, OK, ta facturation est rendue là. OK, fais ça, s'il te plaît, à ma place, puis tout. Puis des fois, du design, builder du code, n'importe quoi, man. Je suis comme, je repense tout le temps à combien j'aurais payé chez Snip pour ça. Moi, c'est ça qui me revient. Je suis comme, ça, c'était 100 000, ça, c'était 5 000, ça, c'était 10 000. Puis là, je suis juste en train de chatter avec mon agent qui le fait, c'est un peu nuts. Mais ton play est sick, puis genre honnêtement, j'ai hâte de le voir évoluer. Par exemple, j'ai quand même le goût qu'on double-clique sur l'AI, pas d'un point de vue product puis vision future de la plateforme Workleap, mais chez toi, genre à l'interne, dans le staff. Ouais. Parce que vous avez été quand même agressif sur l'adoption, vous avez fait des hackathons, vous avez fait un paquet d'affaires. Tu fait ça, un hackathon? Peut-être. Je suis plus sûr, bro. C'est correct. All right, folks. Un petit shout-out à Finalta Capital, partenaire certifié Ça se passe. Tes crédits d'impôt, c'est du beau cash, mais attendre le remboursement pendant des mois, ça te ralentit big time. Finalta, c'est du financement non dilutif qui te permet de transformer tes crédits d'impôt en liquidité tout de suite, avec des décaissements qui peuvent arriver avant même que tes dépenses soient faites. C'est particulièrement pertinent si tu as au-dessus ou environ 250 000 en crédit annuel puis que tu veux prolonger ton renoué sans te diluer ou juste soutenir ta croissance. Plusieurs SaaS du Québec font déjà affaire avec Finalta. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. OK? De retour au pod. Non, mais blague à part, je pense avoir GR aller, en tout cas, prendre ça au sérieux, l'adoption de l'AI à l'intérieur de Workleap, vous avez pas traîné de la patte là-dessus. C'est ça que j'essaie de dire. Vous avez peut-être pas fait de hackathon, par exemple. Non, mais c'est ça l'affaire, hein. On vit dans un echo chamber en tech. Puis c'est anxiogène quand tu suis, t'es sur X, puis là, t'as l'impression que tout le monde est comme 5 ans en avance. Puis là, finalement, quand tu vas dans le vrai monde, tu fais comme, OK, on a encore du temps. Puis même si les choses vont super vite. Fait que moi, j'ai toujours ce feeling-là qu'on est comme en retard. Mais je suis capable d'être lucide puis de me dire, comme clairement, il y a sûrement des gens en avant de nous, il y en a plein. Ouais. Mais on est là, tu sais, puis en ce moment, ce qui préoccupe beaucoup Guillaume, JR, lui, on l'appelle le Builder Vision. On est dans cette transformation-là que beaucoup d'équipes de produits vivent en ce moment. Puis nous, on a décidé de sauter à pieds joints là-dedans. Où est-ce qu'on veut faire collapse les rôles plus que jamais. Okay. Tu sais, c'est d'amener d'amener le product manager, le product designer, le développeur à avoir un travail qui est beaucoup plus proche, beaucoup moins silo qu'il était avant. Puis, je veux dire, c'est un peu, c'est comment t'accueilles un collègue comme Claude ou plein de Claude dans ton environnement, ça nécessite des changements fondamentaux à tout. Ouais. Puis là, on vit, récemment, j'entendais que, OK, on a tel produit, on n'arrive plus à shipper parce qu'il y a trop de code à review. Je suis comme, j'aime ça. Non, mais je suis comme, obviously. Tu sais, c'est connu, là. C'est pas nous. C'est un nouveau problème, en fait. C'est un nouveau problème, on entend parler, là, tu dis, on vit le problème que beaucoup d'autres vivent. Tant mieux, on vit ce problème-là. Puis maintenant, comment on ajuste nos façons de faire. Puis il y a encore un mix de avant, après, mélangé. Fait que là, des fois, on fait face à un bloquant, puis on essaie d'appliquer une solution du passé au bloc. C'est comme, non, faut tout changer. Ouais. Comme, puis le cas du code review, tu sais, je suis moins dans l'engineering qu'on était avant, mais c'est peut-être la solution facile avant, c'était juste de dire on review tout le code. Avant, c'était même 2 personnes qui reviewaient le code.
Là, c'est Claude. Est-ce que Claude devrait être review à tout moment? Un autre LLM review? Est-ce qu'un autre LLM? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est pour toutes les lignes de code ou c'est seulement pour des portions critiques? Exact. Moins critiques? Ouais. Il y a toutes sortes de nuances et de choses qui font partie de cette réflexion-là, mais on est là-dedans. Ouais. Puis notre objectif, c'est d'augmenter drastiquement la vélocité de l'organisation. Ouais. On n'est pas une business qui a envie d'être 1000 personnes. J'aime la taille qu'on est aujourd'hui. Et c'est encore autour de 400, hein? C'est ça? Genre 375 OK. ish. C'est bon. Très, quand même stable dans le temps. Avant de croître en termes de nombre de personnes, on a plein de devoirs à faire en termes de changements dans nos façons de travailler. Mais bro, je t'écoute parler depuis tantôt, puis genre, tu sais, j'en ai listé plein de mots dans un épisode que j'ai fait solo, là, que tu pouvais essayer d'aller chercher pour résister à l'AI, puis tu disais, man, on a-tu vraiment un mode qui qu'on est, tu sais, qui a un vrai mode aujourd'hui? Puis je t'écoute parler, puis j'ai quasiment le goût de reframer à dire mode is movement, genre, puis c'est juste de bouger, puis la vélocité, puis la vitesse, puis la curiosité, puis genre, continue d'avancer, d'apprendre, puis de builder, puis c'est ça, là, le mode, là, c'est juste de pas s'asseoir sur ses lauriers, j'ai l'impression, puis en tout cas, vous semble, de l'extérieur, puis de ce que tu me dis, vous semblez le faire bien, genre. Ben, ça fait 20 ans, je le cherche, le fameux moat, là. Puis à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi votre moat, je suis comme, honnêtement, je suis pas sûr. Mais mettons, tu me parles de ShareGate, mettons. Ouais. Tu me demanderais aujourd'hui c'est quoi le moat. Un brand incroyable. Ouais. T'sais, le trust dans un brand qui... Mais après ça, j'étais allé avec... je suis souvent avec Mathieu de chez Agendrix. On discute souvent, puis il m'avait quand même... on parlait de mode, puis un peu de différenciateur. Là, comment Puis lui, il m'avait juste dit à un moment donné, comme... Tu sais, on peut-tu juste faire comme une solution simple puis donner un support incroyable? Il avait comme ramené à quelque chose de tellement de base que tout le monde overlook, là. Puis je comprends que si tu t'appelles Anthropic puis tu rivalises contre OpenAI, il y a peut-être t'as besoin de pousser ta réflexion un peu plus loin. Mais mettons qu'on pense à des business de taille raisonnable qui, oui, rivalisent toutes l'une contre l'autre. Il y a des choses comme juste bon service à clientèle quand beaucoup d'entreprises sont même pas encore capables de donner. Je faisais une présentation à mon équipe de leadership. On les a toutes rassemblées la semaine passée, puis je racontais comme un peu l'histoire de ShareGate, puis pourquoi je pense qu'on avait gagné. OK. Puis il y a un des éléments que on dirait que j'ai réalisé en le disant, on a care plus que les autres. Tu sais, on a bâti un produit avec un vrai care de le bâtir, là, avec des... T'as un peu care dans le craft puis dans le sport, un peu comme... Oui, juste comme carry plus que les autres, ça te donne une avance énorme sur plein de business qu'il n'y a pas grand monde qui care. Puis, tu sais, je veux dire, ShareGate, c'est un outil qui bouge des documents. On rivalise contre plein de gens qui travaillent sur ce problème-là, mais qui s'en contrefoutent, là. Mais nous autres, on était excités à faire ça. Puis on a tellement focus puis carry à régler ce problème-là comme mieux que n'importe qui. Puis étrangement, ou drôle de hasard, ça l'a fini par donner un succès. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on overthink ces choses-là. Puis je suis pas en train de dire que c'est juste ça. Non, mais c'est un bon... Il faut pas oublier ces choses-là. Non, mais j'aime ça, la simplification puis le focus. C'est un de tes skills. Que tu parles de produits de business, souvent t'es capable de condenser puis de synthétiser dans un énoncé ou juste une direction comme claire puis simple qui... En tout cas, moi, ça me fait tant mieux. Sinon, le support, tu sais, ça, c'en est un autre. Ça fait des années que... Moi, j'avais lu le livre de Tony Hsieh, Delivering Happiness. Les choses, là? Ouais. Tu sais, lui, Zappos. Ils ont focus sur du support qui a aucun bon sens, là. Ouais, je me rappelle. Juste aucun bon sens. Ouais. Ils ont poussé à l'extrême. Puis nous, ça nous avait inspiré. Puis on l'a appliqué. Puis faire du support incroyable. Aujourd'hui, là, quand j'appelle à des endroits où je suis plus souvent déçu qu'impressionné.
Ah, dude, la barre est basse. No shit. Ouais. Juste récemment, là, j'avais un morceau sur mes fixes en snow à changer. J'ai écrit à Union Binding. Je leur ai demandé sur votre site web à quel endroit je peux acheter cette pièce-là. Puis dans ma tête, j'allais l'acheter. Ça fait 2 ans que je les ai achetés. Il a dit non, inquiète-toi pas avec ça. Fais juste remplir ça, on t'en envoie. Je sais pas combien ça coûte la pièce, sûrement pas très cher, mais ça se vend environ 40-50$ plus le shipping. Ça arrive de Seattle. C'est sûr que j'achète des Union Binding pour le reste de ma vie. Non seulement le produit est incroyable, mais le feeling que j'ai. Ou sinon, je suis allé porter ma machine à café à une compagnie pour la faire réparer récemment à Montréal. Et ils ont dit, ta machine n'est pas brisée. Elle était sûrement mal connectée avec l'eau. Ils disent, on va venir te l'installer. Je dis, ben là, venez pas, là, j'étais à 1h30 de Montréal. Ils disent, aucun problème, on s'en occupe. J'avais même pas acheté la machine avec eux. Mais maintenant, pour le reste de ma vie, c'est sûr que je vais les encourager. Fait que, à petite échelle, ces choses-là font une énorme différence. Imagine quand dans une business qui fait des... Mais faut juste comme pas négliger ces choses-là dans un moment où est-ce qu'on parle de trucs complètement flyés, science-fiction. Là. Du bon support, c'est pas de la science-fiction. C'est basic, mais ça fait toute la différence. Mais dude, j'ai le goût de te troller depuis que tu comptes ça, puis de te dire, ouais, mais dude, toi, t'as des bonnes expériences à service à la clientèle parce que Simon Debain, dans leur CRM, est associé avec genre high value, ICP, this fucking guy, il va sur des podcasts, il faut qu'on ait fixé son calendrier. Mais j'espère pas, mais ouais. Non, j'espère pas. Ben non, bro, c'est sûr que non. C'est cool, mais ShareGate, je veux faire une mini parenthèse aussi là-dessus. Là. Aujourd'hui, tu splits... Comment tu décides le cash, le temps, le staff que tu pousses sur ShareGate versus, mettons, plateforme Workleap? C'est-tu bien... Tu shares-tu du staff, des ressources? Parle-moi un peu de ça. On a tout essayé en termes de qu'est-ce qu'on partage pas. Tu sais, ouais. Puis... Ouais, fait qu'on on a tout essayé, puis la réponse finale, c'est que on sépare au maximum la business. C'est tellement difficile de seulement faire un seul produit. Imagine, tu mets des gens qui travaillent sur 2 produits. Fair. Tu donnes aucune chance à ces gens-là d'avoir un réel impact. Fait que moi, ce que je veux, c'est des gens qui se lèvent le matin et qui ont une seule mission, un seul produit en tête à faire fonctionner. Fait que on est parti, on a tout essayé, on était déjà complètement séparés à un certain point dans notre vie. Ouais. On l'a mergé de plus en plus, puis là, on est revenu à une business qui... Okay. Puis tu sais, des fois, les gens sont un peu surpris là, de comment vous avez un produit IT Tech avec un produit HR Tech. C'est quoi le lien entre... Je suis comme... Il n'y a pas de lien entre les deux. Je veux dire, c'est 2 marchés différents. Tu sais, nous, notre mission, to make work simpler, rendre le travail plus simple, ça a plein de dimensions différentes. Ouais, c'est large. On s'est attaqué à 2 niches qui se rejoignent pas beaucoup ou pas du tout. Et c'est correct, hein. C'est la vie qui nous a amenés là. Ouais. Nous, on a lancé ShareGate à l'époque. ShareGate fonctionnait pas encore. On a eu le goût de lancer Office Vibe, on l'a lancé, puis comme les 2 ont fait leur chemin. Puis aujourd'hui, ça amène un niveau de complexité qui est quand même significatif. Là. No shit. Non, mais tu sais, des fois, je pense à ceux qui ont une business qui gère un seul produit, puis je suis comme un peu jaloux. Je suis comme, ça doit tellement être plus simple votre day-to-day, mais en même temps, c'est quand même stimulant d'être confronté à une variété de problèmes comme ça. Est-ce que c'était voulu? Non. La vie nous a amenés là. Après ça, comment on split? Ben, tu sais, c'est des produits qui sont à des stades différents. Tu sais, ce qu'on est le manager agent qu'on est en train de bâtir dans Workleap, c'est pas une question, c'est pas une question de juste mettre un tas de personnes sur le problème, sur la solution pour la bâtir. On est en mode, genre, on renouvelle notre product market fit avec une nouvelle solution qui adresse un problème similaire à ce qu'on faisait avant, mais un peu différemment. Fait qu'il y a quand même un réajustement à faire, une redécouverte à faire qu'on peut pas se permettre de juste... On n'a pas trouvé le bouton sur lequel peser puis juste comme go. Ouais. Fait qu'on
on est un petit peu plus conservateur dans notre manière de dépenser. Côté ShareGate, pour cette année, pour te donner un exemple, on investit beaucoup plus parce que on a quelques filons qu'on a déjà validés l'année passée. On a lancé un nouveau produit de gouvernance qui... Protect ou Secure? Protect. ShareGate Protect, on l'a lancé en novembre passé. Ouais. Pour nous, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. On a déjà commencé à en vendre. On a déjà commencé à avoir de l'attraction. Puis pour nous, c'est une énorme opportunité de diversification de ce que ShareGate fait. C'est-tu pour ça, Sim, l'embauche de Peter Doherty comme CRO? C'est pour pousser beaucoup, entre autres, le revenue gen puis les ventes côté ShareGate? Ben, tu sais, pousser, je pense qu'on a toujours poussé la croissance de l'entreprise. Là, c'est pas nouveau. Mm-hmm. On arrive à un moment où est-ce que on a besoin de créer une sales org qui est en shape. On a des ambitions de croissance importantes. Puis, honnêtement, tu penses à Guillaume ou moi, on est du monde, on est des gens de produits. Autant qu'on comprend le go-to-market, on s'intéresse à ça, mais des gens qui sont vraiment bons à faire ça, puis qui sont dévoués à faire ça, qui l'ont fait dans le passé. Il était chez Lightspeed, en d'autres. Ouais, Spreadly, dans son dernier, il était président chez Spreadly. Peter, il a géré des grosses équipes, il y en a vu d'autres. Puis ça fait 8 semaines qu'on travaille ensemble, puis je suis... T'es content à date? Ah ouais. Nice. Ça fait du bien de tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est rendu à un scale où est-ce qu'on veut s'entourer. Là. On a besoin de gens qui nous aident à aller à voir la vie autrement. Là. Tu sais, il n'y a pas... Comment tu trouves un doute comme ça? Tu sais, t'es rendu avec un réseau de fou. Là. Je me rappelle qu'à chaque fois que je rencontre un founder nice, t'es quasiment genre lève la main, Frank, tout je t'intro. Fait que c'est-tu juste réseau, genre, pour Peter? Ou... Non, on a fait affaire avec une firme de recrutement assez réputée en termes de recrutement d'exécutifs. Mais clairement, Peter, il vient... Peter, c'est un gars de Montréal. Il fait partie de l'écosystème montréalais. Fait autant qu'on a eu... j'ai rencontré... la première fois de ma vie, je faisais un genre de recrutement d'exec de ce niveau-là. OK, ouais. Fait que j'ai rencontré des gens d'un peu partout aux États-Unis, en Californie. Puis, tu sais, plein de monde qui ont des CV que t'es comme, my God, ils veulent-tu vraiment venir travailler avec nous autres? Puis, encore une fois, syndrome d'imposteur. Ouais. Puis, Full Cycle, c'est revenu à Montréal. Puis, tu sais, c'est dans... OK. Puis, on a JD Saint-Martin sur notre board. JD a travaillé avec Peter. Puis, tu sais, la valeur d'avoir quelqu'un qui vête déjà la personne. Ah oui. Tu sais, c'est un embauche critique comme ça, c'est 100%. Puis, juste pour être clair, Peter a été exceptionnel. Pour moi, c'était comme, je veux travailler avec ce gars-là, puis je pense qu'on va faire des belles choses ensemble. Fait cool, man. Je vais peut-être le rencontrer un jour, who knows? J'ai une thèse comme quoi, pour adopter les AI dans tes ops puis dans ton produit, il faut qu'il y ait une sandwich qui se passe dans ton org, c'est-à-dire top-down, les leaders doivent se salir les mains, montrer ce qu'ils font, des preuves de concept, puis bottom-up, tu dois avoir des employés qui ont un peu de budget, mais aussi du agency puis l'initiative pour montrer ce qui peut être fait, puis ça te compresse un peu une adoption de l'AI. Trouves-tu que ma thèse fait du sens de façon générale? Ouais. Ça ressemblait à ça chez vous, là. JR pis toi, vous êtes salés les mains. Quand même. Ouais, ben, on est... j'ose croire qu'on comprend peut-être ça plus que la moyenne des gens, peut-être dans des rôles similaires. OK. Puis quand tu spots, un des conseils que je donne au monde, les founders récemment qui veulent accélérer leur adoption de l'AI, c'est quand t'en spots dans ton staff, justement, qui sont craqués, motivés, qui font des preuves de concept sick, championne-les, puis genre donne-leur un peu plus de visibilité, puis une manière de shiner encore à travers l'organisation. C'est un truc que vous avez vu chez Workly, fait? Je sais pas... Guillaume, il est vraiment plus impliqué à ce niveau-là. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on a quand même été clair sur la transformation qui allait se faire. Tu sais, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai entendu dans la communauté, ça se passe, où est-ce que
il y a encore beaucoup de sceptiques qui retardent le groupe, là. Mhm. Qui ont toujours une raison une justification pourquoi l'AI, c'est pas la bonne chose. Puis c'est correct, hein, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, puis des sceptiques, on a toujours besoin pour challenger. Mhm. Mais je pense qu'on a passé ce stade-là, le stade de convaincre les gens. Aujourd'hui, si t'as pas vu, je suis pas en train de te dire que le code va être, ton produit, c'est un algorithme hyper sophistiqué que peu de gens comprennent, que ça se peut que l'AI t'amène pas de A à Z. Puis, mais fais-moi pas croire que l'AI peut pas te faire sauver du temps sur juste le boilerplate. Mettons qu'on s'en tient à ça, là. Ouais. Juste des trucs de base. Le fruit le plus pendouillant. Tu sais, comme juste, hey, une revue de code, genre de moi, hey, t'as-tu des éléments que tu trouves douteux là-dedans? Puis ça ne fait que s'améliorer. Fait que la phase de convaincre, là, pour moi, c'est dépassé. Puis on a été très clair sur où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Puis je sais que Guillaume passe beaucoup de temps aussi avec les différents leaders technologiques, les staffs, les principals, pour s'assurer qu'ils sont tous alignés ensemble. Parce que si cet alignement-là est pas fait là, c'est dur après ça d'avoir de l'alignement avec tout le monde. Exact. Fait que je te dirais, à ton point, je suis d'accord, c'est de donner du... L'affaire, c'est que c'est vraiment excitant comme transformation. Fait que ce qu'on voit, je vois plus les extrêmes, t'en as que c'est comme pas du tout, mais ceux que ça leur tente vraiment. Ouais. Tu sais, pour eux, c'est comme un nouveau souffle à leur carrière. C'est la possibilité de pas être obsolète un jour, c'est de se transformer en même temps que le monde se transforme. Puis je les comprends. Je m'amuse beaucoup avec Claude à développer des choses pour le plaisir. Puis T'as un exemple de ce que sur quoi t'as vibe codé ou taponné? ouais, ben j'ai développé un site pour trouver la meilleure neige. Ouais. C'est un projet que Avec je fais Sam? avec Sam un projet Samuel Chenard de Palisade. de tripeux de snowboard qui passe beaucoup trop de temps sur trop de sites en même temps pour trouver où la neige. Puis on s'est dit, on va juste régler ce problème-là. Puis tu sais, j'ai vu en bisounant là-dessus, je suis parti genre du modèle par défaut qu'il y avait dans Cursor il y a 1 an et demi. Ouais. Puis j'ai comme vécu l'évolution, puis à quel point la qualité de ce qui était fait, généré, puis ça m'a forcé à comprendre un peu les différentes fonctionnalités que tu as là-dedans. J'ai tout réappris comme un peu j'avais jamais utilisé GitHub, là, tu sais, j'avais fait que comme comment gérer un environnement, comment hoster tout ton environnement, utiliser Cloudflare, GitHub, monter tes skills dans Cloud, monter tes batteries de tête, comme toutes sortes de... Fait que c'est... à la limite, le fait que c'est pas mon quotidien puis que je fais pas juste ça fait en sorte sûrement que je touche pas à tous les subtilités, puis mes équipes de dev, c'est des crinqués, puis ils sont sûrement dans des affaires pas mal plus flyées que qu'est-ce que je fais. Mais je pense que ça me permet, dans ma posture, dans mon rôle, d'avoir une compréhension beaucoup plus lucide et puis en même temps, ben j'ai un peu une croyance, pas aveugle, mais I guess que c'est très founder de croire à un avenir encore plus incroyable et fou plus tard. Fait que de pousser une transformation comme on fait chez nous, je sais que ça doit être inconfortable pour certains, mais je suis comme, ça se passe là, puis on le fait. Puis j'ai envie qu'on devienne un peu un success stories, une transformation comme ça. 100%. Par contre, il y a un concept que je voulais aborder avec toi, le paradoxe de Jevons, c'est-à-dire quand on automatise puis qu'on réussit à se libérer du temps, souvent, on aurait tendance à dire, OK, ben on va se reposer plus, travailler moins. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on investit le temps libéré dans plus de productivité, plus de job. Dans le passé, tu avais parlé de te rendre malade avec genre le bonheur au travail, puis t'associer trop, mettons, prendre trop de la responsabilité du bonheur des autres sur tes épaules. Là, t'as-tu peur de peut-être pouvoir te rendre malade à travailler trop avec les AI tellement tu peux en faire? Ou ton staff, je sais pas. Non. Que tu sais, il y a peut-être des gens qui ont cru qu'on allait libérer du temps
pour aller plus souvent en voyage ou whatever. C'est quoi le... Whatever normal people do. Non, mais le monde s'accélère. Mm. Mais la compétition, elle s'accélère, elle augmente aussi. Là. Mm-hmm. Tu sais, on s'est globalisé, on a rivalisé, on rivalise plus juste contre le magasin d'à côté. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, la technologie est dans les mains de toutes les mêmes personnes. Mm-hmm. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça va juste plus vite. Puis mettons comme business et comme société, ben, il faut s'adapter à cette nouvelle vitesse-là. 100%. Puis, ça reste que tu penses à, c'est quoi, c'est le 996 qui appelle au... Ouais, CEF. C'est le 9 à 9, 6 jours par semaine. Ouais. Il y a un écart énorme entre ce qu'on voit au Québec puis ce qu'on voit dans Silicon Valley, puis les équipes de développement qui enchaînent. D'après moi, ça doit se rapprocher de plus 997. Comment on fait pour tirer notre épingle du jeu là-dedans? Tu sais, c'est pas en prenant le temps qu'on libère. Il faut prendre le temps qu'on libère pour pousser nos entreprises à être capables de s'amener à un autre niveau. Puis je sais pas c'est où la limite, honnêtement. Là. Parce que on veut être... on veut rester sain d'esprit, là. C'est pas... je veux dire, puis il y a plein de façons de le faire, puis c'est pas la même recette pour chaque personne. Puis je pense qu'on a une qualité de vie au Québec en général, en Amérique du Nord, qui est quand même intéressante. Mais je me pose la question, comment on fait pour rivaliser demain avec tout ça, quand il y en a qui arrêtent jamais. Dans le doute, gaz au bout. Ou quand la machine, elle, ne s'arrête jamais. Ouais, c'est un peu étourdissant. Mais après ça, si on croit que le jugement humain, notre sens critique, notre capacité à cerner peut-être mieux les nuances, les subtilités, si ce input-là demeure important, mais ça va rester un ingrédient important à faire des business à succès. Fait que je crois pas que la business à succès demain va être un tas de robots qui font juste tout pour nous puis que l'humain disparaît. Fait que finalement, c'est la vitesse du processing qui va déterminer ta victoire dans le marché ou pas. Et le monde est trop complexe pour qu'on n'ait pas besoin de nuances puis de jugement, mettons. Ou de taste, ou de... Ben, je sais pas. On pourrait faire un monde dans lequel les posts LinkedIn, c'est juste du slop généré. On est pas loin. Puis au travers de tout ce bruit-là, les posts qui sont écrits avec le cœur puis de l'authenticité, c'est ceux qui vont se démarquer le plus. Fait que cet exemple banal-là me fait dire que ben celui qui va gagner sur LinkedIn, probablement la personne qui va prendre le temps. Fait que il va outpacer les autres en prenant le temps de faire quelque chose qui a pas juste été fait vite, qui a été fait. Il y a d'autres dimensions pour créer du succès. C'est mon... J'espère que j'ai raison, honnêtement. Ouais, c'est ça. Ouais, moi parce que ça nous permet, je crois, de vivre dans un monde qui est optimiste. un monde intéressant. Là, puis qu'on a une valeur, puis qu'on a de la growth à faire encore comme personne. Ouais, je te file. All right, folks. Un petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. Baseline, c'est une équipe de doctorants et d'experts en AI qui transforme tes données en valeur concrète pour tes clients. Si tu veux développer des features uniques pour ton produit ou juste automatiser des workflows dans tes ops internes, c'est la gang qu'il te faut. Une approche no bullshit, un plan d'action incrémental et priorise tes enjeux d'affaires à 100%. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a aussi l'épisode 140 avec David Beauchemin, leur co-founder, qui vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Hey man, on va pas rapper tout de suite, mais pas trop longtemps. Je me suis créé une section un peu lightning round. Fait que ça, le thème, c'est Simon l'entrepreneur après 20 ans de Workleap. Je te pitch une question, puis tu me réponds quick. Right? Ouais. Fait que, vous êtes 3 cofondateurs. Vous avez passé 20 ans ensemble. Là, tu disais que Seb, lui, plus punch-out du côté plus ops puis tout ça. C'est quoi la number one chose qui fait que tu réussis à rester ensemble sans te séparer à travers 20 ans? 3 co-founders. C'est le respect et le ouais. C'est pas juste le respect, là, c'est un terme trop de base. Là.
Développe un peu. On s'est reconnu pour nos forces et faiblesses et on a respecté ça au travers les années. Puis on a laissé notre ego de côté. Okay. Seb a toujours su c'était quoi ses forces et faiblesses. On le savait aussi. Même chose pour JR, même chose pour moi. Puis ça a créé une vraie complémentarité. Okay. Puis il n'y a jamais eu un envie malsaine de ce que l'autre fait et ce que l'autre est. Okay. Puis je crois que ça crée beaucoup l'envie malsaine de pourquoi toi t'as ça puis pas moi. Ah, pourquoi tu gagnes plus que moi ou Non, je t'assure. T'as dit sur un autre pod qu'un de tes plus gros regrets, c'était pas avoir eu de mentor assez tôt. Mais moi, pour te connaître depuis une couple d'années maintenant, tu redonnes beaucoup à l'écosystème, que ça se passe, c'est un bon exemple. Fait que j'essaie de voir si il y a quand même une personne que tu peux nommer, que tu te rappelles, que tu as l'impression qu'il t'a tiré par en haut quand tu commençais ou quand tu étais plus jeune, mettons, dans ton journey. Je sais qu'il y en a peut-être plusieurs, là, mais s'il y en a une que tu penses. Ben, là-dessus, je vais le donner à mon père, là. Okay. Il m'a... autant que dans le fin fond de sa tête, il devait pas croire que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, puis je le comprends. Autant qu'il a pris le temps de me builder... il m'a donné confiance. Okay. Il m'a fait à croire que j'avais tout ce qu'il fallait pour y arriver. Il m'a fait à croire que j'avais rien fait de ma vie, mais que je pouvais faire un CV qui allait me donner des gigs en consultation à différents endroits. Je sais pas comment il a fait. Je serais curieux de revoir le CV de quoi il avait l'air, mais là-dessus, ça a été... il m'a donné le premier contact du premier projet qu'on a eu. Ah ouais? Fait que tu sais, si j'avais pas eu ça, la vie serait différente. Il y aurait eu autre chose. On serait pas en France dans un château. Exact. Sur le spectre thérapie, introspection à fuck it, tête baissée, on se pose pas de questions. Mettons que fuck it, tête baissée, c'est 10. Thérapie, introspection, c'est 0. Simon Lebain, il est où? Dans la vie? Ouais. Ah, moi, je suis dans ma tête beaucoup, fait que je pense que je suis un heureux... je suis dans le milieu, là. T'as un healthy, une balance. OK. Ouais, cool. Ça tourne beaucoup dans la tête. Philippe Lehoux, de la communauté, nous demande: est-ce que tu as une anxiété de performance qui est liée aux résultats du passé versus la croissance future? Un mix. Tu te compares-tu, hein? Ben, le problème, c'est que quand tu t'habitues à certaines choses, tu te désensibilises. C'est comme le scale que la business est devenue. Ben, pour moi, quand c'est ça ton quotidien, ben, si c'est pas ça, ben, il y a quelque chose quelque chose qui fonctionne pas. OK. Puis ça fait 20 ans que la business continue de croître. Là, c'est comme, on peut pas croître, tu sais. C'est comme un, fait que ça fait juste s'additionner. Ça devient de plus en plus lourd, mais je me considère quand même bon à juste foncer puis vivre les choses puis, tu sais, de construire le futur sans, on dirait que je suis libéré mentalement quand même. Je suis comme, c'est pas si pire, c'est comme, mais c'est ça, t'as eu un bout dans ta carrière où tu l'expliquais que ce poids-là était tombé quand tu t'es mis à dire un peu, j'ai accepté que je pouvais jouer à la business et avoir du fun. Je pense que le poids a tombé le jour où est-ce que j'ai arrêté de m'imposer que je devais plaire à tout le monde. Ce qui est extrêmement dur pour la majorité pour plein de monde, qu'on se l'avoue ou pas. Fait que... Ben surtout quand tu diriges une entreprise, quand tu as une équipe, tu veux être... Tu sais, il y a personne qui veut se tourner à dos les gens. Tu veux pas... Mais à un moment donné, c'est comme quand tu commences à avoir une équipe d'une centaine de personnes, tu sais, de plaire à tout le monde puis d'être... c'est un... Tu sais, je veux dire, d'être bienveillant, c'est important. Mais t'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. T'es pas obligé de... C'est pas nécessaire. À un moment donné, faut que tu... Puis c'est pour ça que j'appelle ça jouer à la business. Je trouve que le terme jouer à la business versus la business c'est ton identité au complet et ta business c'est ta famille. Puis tout, c'est juste des termes, c'est juste des mots. Mais ça forge une perception de la vie qui je crois est pas optimale quand tu atteins un certain niveau.
Sébastien Charland, de ex-Agendrix maintenant, à la Ouais. retraite, ton gars. Ah ouais, semi-retraité. Il y en avait une couple, mais je vais juste poser celle-là. Les meilleures embauches que tu as faites, il y avait quoi en commun? C'est des gens qui demandent pas la permission. C'est des gens qui font les choses dures et inattendues sans même en parler ou sans vraiment je sais pas, ils attendent pas que tu leur promettes quelque chose pour faire ces choses-là. Puis je crois que c'est les gens qui, en général dans la vie, c'est les gens, je pense, qui vont le plus loin. T'as des gens qui veulent se faire promettre de quoi avant de forcer, puis t'as ceux qui ont le grit, foncent, puis oui, des fois, tu peux peut-être foncer dans le vide, ça t'amène à rien, mais c'est ceux souvent qu'on finit par s'arracher puis vouloir... Fait que moi, c'est le pattern que j'ai remarqué. Ouais. Luke Blackburn de Octave, le plus grand sacrifice personnel que tu as l'impression d'avoir fait pour la business? Probablement la santé mentale. Ben, fair. Ça sacrifice. J'ai fait le choix de faire ça, fait que c'est comme... Ben, un sacrifice, ça peut être intentionnel aussi. Tu peux... Ouais. Non, mais je pense que c'est le quand tu fais le choix de bâtir une entreprise, mais ça vient avec des bons côtés puis des moins bons côtés. Fait que je pense que d'arriver à un point où est-ce que tu te sens épuisé, inutile, comme tu sens que tu n'as plus de valeur aux yeux de personne. Ouais. Puis c'est souvent une perception personnelle qui ça rumine, puis là ça c'est probablement le bas fond qui m'a affecté le plus. OK. C'est sélectionné, là. Ouais, continue, j'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Je te l'avais sûrement posé à l'autre pod. J'en rappelle plus. Je pense pas, non. Non, ben, vas-y donc. Pour une raison qui m'échappe. En fait, non, qui m'échappe. Ouais, je sais pas comment le framer. Je suis hyper perfectionniste, là. Fait que j'ai juste un... Puis on dirait que comme juste mon visage en dit long sans qu'il y ait un mot qui sort. Fait que je pense que des fois, ça intimide les gens. Puis moi, je suis comme, ben ouais, je suis juste si bon, là, je veux dire, je chill, moi, là, je suis pas... Ouais, je comprends. Mais je sais pas, c'est avec les années, je pense que j'ai des attentes assez élevées en termes de juste qualité en général, puis je pense que c'est pas tout le monde qui vit bien que ça. Guillaume Falardeau de Léviat et Sans Associés, et puis Félix Deschâtelet de Emma demandait comment tu penses à la postérité puis au contrôle long terme de la compagnie. Les enfants qui reprennent ça dans 20 ans, un IPO, vendre, ciao, bye. Les enfants, ça me surprendrait beaucoup. Là. On n'est pas dans ce setup-là. Puis avec mes enfants, j'en ai 3. JR en a 3. Seb, il y en a... de la marmaille sur le CA. C'est déjà dur quand c'est la même famille, tu sais, qui ont beaucoup en commun. Non, ça sera pas ça. IPO, ça n'a pas vraiment la cote en ce moment. Ça pourrait être une option, mais c'est pas sûr. Je pense qu'on a un bon blitz à donner dans les prochaines années pour créer une valeur exceptionnelle. Je pourrais m'imaginer sur le board en train de rester actionnaire, mais comme laisser aller un peu d'équité pour peut-être promote comme actionnaire du monde clé dans le business ou je sais pas. Mettre en place les bonnes personnes qui sont capables de perpétuer la business. Est-ce que c'est un exit total? Je sais pas, on dirait que je suis pas capable d'imaginer toutes les répercussions que ça a pour moi puis pour tout le monde. Puis on dirait que j'aime ce qu'on a en ce moment. Fait que de juste imaginer ça, on dirait que c'est comme c'est déjà
t'exposer à une fatalité là qui comme ben non, je veux dire, on build de quoi de fou, puis je veux dire, y a pas de raison de. Après ça, est-ce que moi je dois travailler aussi fort jusqu'à 80 ans? Ouais. Tu sais, je sais pas, le moment faut ça fait 20 ans là, j'ai fait mon bout, mais dans ma tête, j'ai au moins 10 ans devant moi. Là. Ouais. Félix, il y en avait une que je voulais vraiment te poser aussi. Félix Daima, t'es passé de no money dans le business en général au début, puis tout, faire du profit, puis à carrément avoir une indépendance financière, je pense, comme personne, là, ou comme individu. Le moment où t'as tapé sur indépendance financière, là, émotionnellement ou psychologiquement, y a-t-il quoi qui a changé? Soit avec ta famille, soit avec ta business. C'est tellement pas des lightning round questions, je m'excuse, le gros. Non, mais c'est une bonne question. Je pense que la beauté d'une business bootstrap comme nous, c'est que, pas très tôt, mais on a réussi à se donner certains dividendes avec le temps. Fait qu'on c'est pas, je pense que des entrepreneurs qui finissent soudainement, après longtemps, ils font de l'argent, puis il y a peut-être un contraste. Ça passe ou ça casse, puis ils deviennent fous. Je pense que ça a été plus c'est une progression dans mon cas. Mais tu parlais tantôt des questions avec Seb puis Guillaume. Je pense que la beauté de nous trois, c'est que oui, de l'argent, on aime ça. Là. Il y a personne qui aime pas ça, mais on n'a jamais été drivé par l'argent. Mm-hmm. On a fait la preuve, on est encore là, Guillaume et moi, puis certains me diraient ben, pourquoi tu fais ça, tu sais? Parce qu'on aime ça. Ouais. C'est tout. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Fait que ça l'a quand même dans cet état d'esprit-là qu'on a drivé la business depuis 20 ans. Phil Lehoud Missive demande Simon, politique un jour? Optimiste ou pessimiste sur le Québec? Fait que commençons par politique, aucune chance. Je sais pas, je crois que les entreprises sont des agents de changement. Mm-hmm. Plus, pas plus, ou différemment. Fait que si je veux avoir un impact sur la société, c'est là que je crois que j'ai le plus d'impact. Mm-hmm. Tu sais, je parlais tantôt d'exportation. Tu sais, nous, on a ramené de l'argent du reste du monde dans l'économie québécoise, canadienne 100%. Depuis 20 ans. Fait que c'est ma part. Ça doit certainement aider un peu, même si c'est une petite affaire, c'est une grenaille par rapport à tout ce que c'est. Fait que non, j'ai pas la patience d'être en politique, puis ça irait pas assez vite pour moi. Optimiste ou pessimiste sur le Québec? Le futur du Québec? Passe. pas sûr encore. Pas sûr encore. Je crois qu'on sous-estime la fragilité de l'écosystème du monde des affaires au Québec par rapport à un tas de décisions que le Québec pourrait faire pour lui-même. Et fait que si on veut continuer d'être un endroit comme où est-ce qu'il fait bon vivre, va falloir trouver une manière de créer des business comme un Workleap ou tout autre, comme un Missive ou puis il va falloir donner le goût à ces gens-là de les partir ces business-là. Puis 100%. Alexandre Walsh de Kimobi demande quel Pokémon starter tu choisirais? Ben moi j'ai 40 ans. Hein. L'époque Pokémon, c'est je sais pas ce que ça veut dire. Alright, laisse-moi essayer d'en freestyler une. Seigneur des Anneaux ou Star Wars? Qu'est-ce que tu préfères? Star Wars. Star Wars? Parfait. Antoine Paré de Dash10. Michesse, Pow au Japon, Skate Ram pour ton 40e, billet du CH en série. C'est quoi qui t'a rendu le plus heureux là-dedans ou qui t'a fait le plus triper? Je sais même pas c'est quoi Michesse. C'est une place que t'es allé, genre? C'est Club Med. C'est pas c'est qu'on s'est croisés à ce resort-là du Club Med. OK. Ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais il y a du temps avec mes enfants. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est définitivement d'être dans la neige au Japon. OK, c'est passion profonde.
C'est sick, man. Vous avez mis des belles photos pour des beaux vidéos de ça quand t'étais allé avec Sam pis d'autres mondes que je sais pas trop. Ouais. Tu fais ça annuellement? Un Ouais. trip de snow? Ouais. C'est un beau rituel. Ouais, faut le voir pour comme catcher, là, mais le Japon, Nice. c'est comme tu peux imaginer dans ta tête, là. C'est fou. C'est pas comme la France. Non, c'est incroyable ici. Dude, on est en closing, mais y a-t-il n'importe quoi que tu veux plugger, shameless plugs, du monde que tu recrutes, que tu veux rencontrer, des business, tes produits, peu importe. Des shameless plugs. J'ai pas de shameless plug. Pas besoin de avoir. Mais tu m'as pas parlé de ShareGate? Ben, je t'en ai parlé, on en a parlé un peu. On en a parlé un peu. T'as juste parlé de WorkLeap. Ben, je t'ai sorti une couple de questions sur ShareGate, mais en toute transparence, Ouais. on est pas mal on time. Parfait. On s'en refera un pod, si tu veux, ou une capsule ShareGate. Ça me fait plaisir. Hey, merci d'être venu, mon vieux. Puis félicitations pour tes 20 ans, man. Merci beaucoup. Mais semble qu'on est quand même plus facile.